Bonjour à tous et bienvenue dans votre toute nouvelle émission d'actualité que je présenterai du lundi au vendredi à midi sur Omerta. Je recevrai quotidiennement un acteur de la vie quotidienne, que ce soit un intellectuel engagé, un politique, un associatif ou même quelqu'un qui a une voix qui porte. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Rémi Tell, essayiste et président fondateur du collectif Peuple Libre. Merci d'avoir répondu présent. Merci Victor. Alors aujourd'hui, les manifestations contre la réforme des retraites s'amplifient alors que le gouvernement semble impassible et les députés macronistes Aurore Bergé et Marie Lebec reçoivent de possibles fausses lettres de menace. Enfin, des explosions de violence font de nombreux blessés lors d'une manifestation écolo-gauchiste à Sainte-Soline. C'est l'actualité de ce lundi 27 mars. Alors première question, pour reprendre le nom de votre collectif que nous voyons ici, Peuple Libre. Nous ne sommes plus un peuple libre, selon vous ? Non, nous ne sommes plus un peuple libre depuis quelques années déjà, et la crise sanitaire l'a singulièrement démontré. Nous sommes sortis de l'état de droit, les Français ont été enfermés sans motif scientifique valable. On a créé cette situation d'apartheid où certains, des millions de nos compatriotes ont été exclus des cafés, de l'accès à l'hôpital. Et là, lors de ces manifestations contre la réforme des retraites, mais l'enjeu dépasse de très loin, chacun l'aura compris, le cadre de la réforme des retraites, la liberté est devenue l'exception et l'interdiction la règle, dans un cadre complètement en dehors des clous des règles de droit, de la République et même des institutions internationales qui ne sont pas pourtant très réputées pour leur indépendance politique aujourd'hui s'en émeuvent, et donc ça confirme nos alertes depuis plusieurs années déjà. Mais parce que le collectif Peuple Libre a été donc créé dans le contexte du Covid, mais donc aujourd'hui il poursuit ses actions, mais dans un cadre différent qui est voué à évoluer et qui est plus général que le cas du Covid. En fait, c'est toujours le même sujet, c'est-à-dire la tentative de l'oligarchie mondialiste de mettre la main sur les peuples pour se sauver elle-même face à un système qui s'effondre et tout ça est inexorable. Et donc le Covid a été un instrument d'asservissement. Bientôt, l'euro numérique au niveau de la Banque centrale européenne. Pendant que les manifestations avaient lieu dans les rues de France, le Parlement a voté en faveur de l'introduction en France, c'est inédit, de la surveillance par intelligence artificielle, alors même que 38 organisations, y compris très engagées dans le numérique, l'ont alerté sur les risques que ça représentait pour les libertés publiques. Donc tout ça, c'est le même sujet. Pourquoi ça a un risque sur les libertés publiques ? Un euro numérique, en soi, on paie déjà la plupart des choses de manière numérique, avec notre carte bleue, ou même avec une carte bleue dématérialisée sur notre téléphone. Alors pour que chacun comprenne, l'euro numérique, ce sera donc une monnaie émise par la Banque centrale et qui sera... en vertu de laquelle le contrôle en fait, sur les achats que vous effectuerez et donc sur votre vie, parce que c'est ça, les achats, c'est aussi la vie, les déplacements qu'on fait, les personnes qu'on voit, où on les voit, etc., sera total et centralisé au niveau de la BCE. Et par exemple, avec l'euro numérique, on n'aura plus besoin de ce système de pass qu'on a connu là pendant 2 ans, puisque avec le pass, vous montriez votre laissez-passer pour accéder à une activité. Là, si vous êtes pas en règle, parce que vous tenez des propos inadéquats sur les réseaux sociaux, parce que vous n'êtes pas à jour de vos cotisations à l'URSSAF ou autre, eh bien tout simplement, vous ne pourrez plus régler, vous ne pourrez plus participer à la vie sociale. Et donc c'est un pouvoir complètement exorbitant qui est donné à des gens qui ne nous veulent pas du bien, et les dernières années l'ont montré, et cet agenda-là s'accélère, d'où l'urgence vraiment de renverser ce pouvoir oligarchique. On reviendra dans une dernière partie sur justement ces mécanismes-là que vous décrivez dans votre dernier livre. Mais avant tout, reculons un peu à l'actualité. La réforme des retraites et donc les manifestations, elles gagnent en intensité, mais elles sont aussi de plus en plus violentes. Ce mardi, la nouvelle journée de mobilisation risque de monter encore d'un cran, à la fois en mettant sous pression le gouvernement, mais également les manifestants en faisant craindre de nombreuses violences. Vous pensez que le gouvernement peut plier ? On doit le faire plier. On doit le faire plier par tout moyen, et j'invite le camp national, le camp patriote, à rejoindre massivement cette mobilisation. Parce qu'il en va de la survie du peuple français, et ça fait 10 ans maintenant que je suis engagé en politique.
je suis intimement convaincu qu'il n'y aura pas de deuxième chance, de nouvelle chance pour la France. Parce qu'on ne retrouvera pas cet alignement des planètes entre un soutien de l'opinion publique en France, mais également à l'international, et puis une opposition au niveau du Parlement. Mais aujourd'hui, la droite est totalement absente de ces manifestations. Les LR sont totalement divisés sur le sujet. Marine Le Pen a dit mot pour mot qu'elle ne voulait pas y prendre part, on va dire, en quête de notabilité. Qui pour représenter cette voix ? C'est un silence et une passivité coupable. Et on ne s'est pas battu depuis des années pour la France, contre le wokisme, contre l'immigration, pour les libertés, pour refuser aujourd'hui le dernier obstacle qui nous permet de mettre en échec ce système. Je veux dire, et puis ne perdons pas ça de vue. Moi, j'entends beaucoup de dire oui, c'est l'extrême gauche qui est dans la rue, etc. C'est vrai, mais c'est un risque de laisser l'extrême gauche seule dans la rue. Parce que si elle parvenait à chasser Emmanuel Macron, et je pense qu'Emmanuel Macron tombera, ça me paraît inévitable, eh bien, elle en récoltera tous les fruits. Elle aura toute, comment Emmanuel Macron elle aura toute, mais parce que son action sera rendue absolument impossible, et parce que la montée des violences, et notamment aussi des violences du côté des forces de l'ordre, risque de créer un drame. Et donc, tout ça, il y aura une impasse politique, il devra en tirer les conséquences. Je pense même, d'ailleurs, que les maîtres d'Emmanuel Macron ne comptent plus sur lui. Et d'ailleurs, le changement de ton assez radical dans les journaux de l'oligarchie en témoigne. Il est devenu tellement excessif, tellement caricatural, tellement maltraitant vis-à-vis des Français, que ces maîtres comprennent qu'il est en train de scier la branche sur laquelle ils sont tous assis. Donc Emmanuel Macron tombera. Et notre légitimité à prendre la suite dépendra des forces que nous aurons investies dans la bataille. Et factuellement, aujourd'hui, quelqu'un du Rassemblement national, quelqu'un des Républicains, quelqu'un de Reconquête, va dans une manifestation, par exemple mardi, dans un cortège avec un drapeau du Rassemblement national, vous pensez qu'il se passe quoi pour lui ? Mais on n'a pas à demander à l'extrême gauche de nous autoriser à venir en manif. Et encore une fois, on a reproché à la gauche d'avoir été complice d'Emmanuel Macron en mai 2022. Ce n'est pas pour que nous, le camp patriote, nous devenions complices d'Emmanuel Macron en mars 2023, au moment où justement il peut tomber. Encore une fois, il en va de la France, de son indépendance, de ses finances publiques, de la liberté de nos concitoyens, et nous n'aurons pas d'autres opportunités comme celle qui nous est offerte aujourd'hui. Je refuse le déshonneur. Voilà. Alors j'entends, je comprends que beaucoup d'entre nous sont spontanément attachés au parti de l'ordre. Je leur dis deux choses. La première, c'est que le désordre aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron. Cette espèce d'instabilité existentielle permanente où nous sommes, notamment dans nos milieux, toujours en train de nous demander mais quel sera le délire au menu de demain entre le wokisme, la vente de nos intérêts stratégiques à l'étranger, toujours plus d'immigration, etc. Ça, c'est du désordre. L'instabilité financière. Nous sommes au devant d'une crise financière sans précédent, qui est le résultat de cette politique oligarchique où les banques centrales ont arrosé complètement les marchés en dehors de toute réalité économique. Mais vous savez, je veux dire, si on regarde le gouvernement, quelque part, on dit un peu toujours, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas forcément ce qu'on gagne. Comment on peut être sûr que ce sera mieux avec autre chose ? Alors, ce qui est certain, c'est qu'on doit marcher sur deux jambes. La première jambe, c'est de sortir le loup de la bergerie. Et une fois qu'on l'aura sorti de la bergerie, on se demandera s'il faut la peindre en rouge, en vert ou en bleu marine, d'une certaine façon. La deuxième chose, c'est de se mettre d'accord avec des forces politiques diverses, parce que la victoire de la France n'a jamais été celle d'un seul parti. C'est le sens même du drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge, une sorte de coalition de contraires au service de l'international. Et je crois qu'on peut se retrouver sur quelques idées simples. La liberté, retrouver une démocratie fonctionnelle, où la censure ne prévaut plus pour tous les opposants politiques, et c'est vrai notamment pour les opposants politiques du camp national. La justice sociale, peut-être en introduisant enfin une réforme massive de la participation. Je crois que dans ces manifestations contre la réforme des retraites, il y a aussi ce ras-le-bol de voir des fils à papa en télétravail donner des leçons de choses à l'infirmière ou à l'éboueur ou aux pêcheurs qui travaillent dur et qui produisent une véritable valeur ajoutée pour la France. Et enfin, j'en termine par là, la paix. Parce qu'Emmanuel Macron est en train d'essayer d'éteindre le front intérieur en créant une diversion, en réouvrant
le front extérieur. Et lorsqu'il déclare, il y a quelques heures, que l'Europe livrera à l'Ukraine des missiles de tout type, qu'est-ce que ça implique ? Comment réagiront les Russes si leur territoire est visé directement par les Ukrainiens à l'aide d'armes distribuées par la France? Et là, je vous assure que le chaos, ce ne sera pas quelques poubelles brûlées dans les rues de Paris. Ce sera le sang français versé. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il est urgent d'en terminer avec ce pouvoir, de le bloquer et de stopper complètement sa capacité de nuisance, de maltraitance et de pillage aussi des intérêts français. Très bien. Ensuite, nouvelle actualité, les potentiels faux de Aurore Bergé et de Marie Le Becq. Alors, à la suite de l'utilisation du 49.3, les députés macronistes, donc Aurore Bergé et Marie Le Becq, donc Aurore Bergé étant la présidente du groupe macroniste à l'Assemblée nationale, elles auraient reçu des lettres de menaces. Donc, nombre de politiques leur ont apporté leur soutien. Vous avez émis des soupçons quant à leur authenticité. Alors, est-ce que ce sont des faux et qu'est-ce que ça implique ? Alors, il y avait plusieurs hypothèses. Il y a eu une manipulation de la part d'Aurore Bergé et de Marie Le Becq. Et encore une fois, ça fait quelques années que je suis engagé en politique. Je sais reconnaître une manipulation quand il y en a une. Quand il y en a une, pardon. Et d'ailleurs, beaucoup de ministres, beaucoup de députés de la Macronie sont tombés dans ce piège-là, c'est-à-dire l'idée qu'il y aurait eu plusieurs lettres de menaces, alors qu'on comprend aujourd'hui qu'il y en a eu une seule, et qui mentionnait différentes personnes. Donc en fait, il y avait une lettre de menace ou 2-3 lettres qui circulent dans toute la Macronie. C'est toujours la même écriture, c'est toujours la même façon de procéder. Donc il y a un corbeau en France et on devrait tous pleurer pour ça. Donc il y a une manipulation. On s'est un petit peu avancé, ça j'en conviens, sur la nature exacte de cette manipulation, mais ça ne change rien. Stop à l'inversion accusatoire. Enfin, ils ont éborgné les gilets jaunes. Ils ont installé l'apartheid sanitaire. Ils ont tué pendant la crise du Covid en refusant les traitements, avec les effets secondaires, avec le Rivotril aussi dans les EHPAD. On n'en parlera jamais assez. Ils ont créé 870 milliards d'euros de dettes. Ils ont cédé nos intérêts les plus stratégiques à l'étranger et nous devrions tous pleurer pour quelques lettres de menaces. Alors qu'il y a qu'ils essaient de faire un peu aussi ce qu'ils peuvent. Le Covid, quand il a commencé, personne ne savait forcément ce que ça impliquait. Ils ont peut-être essayé de faire ce qu'ils pouvaient et ils ont peut-être pris les mauvaises décisions sans le faire volontairement. On a l'impression qu'il y a un sous-entendu du fait qu'ils l'aient fait de manière volontaire. Mais il se trouve que des scientifiques, des lanceurs d'alerte, des journalistes ont alerté dès le départ sur la base d'informations sourcées, documentées, factuelles. Il suffit de lire, par exemple, le British Medical Journal pour se rendre compte que oui, il y avait des traitements qui auraient permis d'éviter un certain nombre de morts pendant le Covid, que oui, il y a eu des effets secondaires et aujourd'hui, l'ouvrage très documenté avec les chiffres officiels de Pierre Chaillot démontre l'impact sur la mortalité, plus 37% en décembre 2022 en Allemagne. Donc, des gens l'ont dit, des gens l'ont écrit. J'ai sorti un bouquin, c'était à l'automne 2021 pour expliquer ce qui était en train de se passer et je n'étais pas le premier à le faire. Et donc cette explication de on ne savait pas, c'est beaucoup trop facile et ça ne fonctionnera pas devant les tribunaux, je vous le dis tout de suite. Très bien, donc voilà, pour résumer, quand même, il ne faut pas menacer les élus de la République, mais c'est pas pour autant que, selon vous, il faudrait en faire tout un plat. Ce que je dis, c'est que la violence n'est pas du côté des manifestants et elle n'est pas du côté des contestataires à la politique d'Emmanuel Macron. On a aujourd'hui des activistes entre la vie et la mort suite à l'intervention des forces de l'ordre. Je le dis d'ailleurs aux forces de l'ordre parce que je les ai toujours soutenues comme beaucoup d'entre nous au sein du camp national. Vous parlez de Sainte-Soline ce week-end, par exemple ? Je parle de Sainte-Soline, mais on a observé, ça a été documenté, des agressions physiques, des agressions verbales, voire même des agressions sexuelles dans la répression des manifestations. Je le dis simplement aux forces de l'ordre et aux personnes qui nous regardent et qui sont naturellement portées à un soutien vis-à-vis de notre police et de notre gendarmerie. Aujourd'hui, les forces de l'ordre sont devenues le rempart de l'anti-France. Elles ne défendent pas le pouvoir en France, ce serait une mission légitime, mais l'anti-France au pouvoir. Et donc... C'est vrai que le problème, qui détermine alors, si ce n'est le scrutin démocratique, qui est légitime à pouvoir exercer le pouvoir ? Alors on se retrouve là dans une situation qui est extrêmement rare, de circonstances très rares, d'un affrontement entre la question de la légalité et la question de la légitimité. Assurément, la légalité n'est pas forcément de l'autre côté, elle n'est pas non plus du leur. Quand Laurent Nunez, préfet de police de Paris, se vante publiquement de continuer à nasser les manifestants alors que le Conseil d'État l'a interdit dans une décision récente, il est en dehors du champ républicain, en dehors de l'état de droit.
Bon. Mais il y a aussi la question de la légitimité. Le 18 juin 1940, De Gaulle est illégal mais légitime. D'ailleurs, il sera condamné à mort et déchu de sa nationalité française. Et l'obéissance aveugle, aujourd'hui, participe à la destruction de la France, participe à anéantir ses dernières chances. Et donc, je ne dis pas aux policiers qu'il faut désobéir, mais par exemple, ils peuvent très bien se mettre en arrêt maladie, et ça réglerait les situations de façon beaucoup plus pacifique aussi que ce que nous vivons. On est à la veille d'une grande manifestation en France, et on peut craindre le pire sur les exactions, et les blessés d'ailleurs de part et d'autre, parce que le pouvoir se sert de la police. Il se sert de la police dans un état d'esprit complètement contraire d'ailleurs à la DDHC. Ça a beaucoup circulé là, ces dernières heures, de dire que le respect des droits fondamentaux impliquait une force armée, c'est le cas, c'est la police, c'est la gendarmerie, mais que cette force, elle se faisait au nom de l'intérêt public et pas de l'intérêt spécifique de ceux qui détiennent le pouvoir à un moment donné. Le pouvoir macronien va tomber, nous aurons besoin d'une relation de confiance retrouvée entre les Français et la police républicaine, et donc tomber la matraque, et s'il faut prendre des arrêts maladie pour le faire, faites-le. Après, il faut quand même rappeler aussi que, globalement, les Français ont quand même confiance dans leur police, qui, très généralement, fait un travail exceptionnel tous les jours, même si, bien sûr, il peut y avoir, et on peut davantage peut-être le reprocher au pouvoir. Mais je pense que la plupart de ces fonctionnaires le font à leur corps défendant. Et dans les manifestations, d'ailleurs, j'ai observé le regard un peu honteux, parfois, de beaucoup d'entre eux. Donc, ils savent très bien qu'ils ne servent pas aujourd'hui l'intérêt français. Ils sont loyaux vis-à-vis de leur chef, on ne peut pas leur reprocher, même si, encore une fois, le général de Gaulle parlait aussi de ses chefs restés loyaux à l'armée après 40 et qui, finalement, ont rejoint la France libre, mais beaucoup trop tard, parce que c'était l'évidence. Et la légitimité, on la tiendra de notre victoire. Et cette victoire, aujourd'hui, est indispensable pour la France et pour les idées que nous défendons. Et je le répète, ne laissons pas l'extrême gauche seule dans la rue. Pour rester sur une autre actualité, mais qui concerne aussi d'autres manifestations, à Sainte-Soline, ce samedi 25 mars, une manifestation organisée par le collectif Bassine Non Merci a largement débordé. On a pu y voir des scènes de chaos, de violence et de nombreux blessés des deux côtés. Alors, est-ce que, ce coup-ci, est-ce que c'était une manifestation qui était ultra-violente ou est-ce que la police était ultra-répressive, vous pensez ? Écoutez, nous sommes sortis du cadre de l'état de droit et nous sommes sortis du cadre républicain. La conséquence naturelle, quand le pouvoir lui-même n'obéit plus aux lois que se donne le peuple français, c'est que le peuple désobéit. Et le devoir d'obéissance tombe avec la rupture du pacte démocratique. Donc je ne suis pas en train de vous dire que je cautionne les violences qui ont été commises par les manifestants. Et je note encore une fois que 3 d'entre eux se trouvent aujourd'hui dans un état extrêmement grave. Je dis simplement que c'est et 2 gendarmes aussi. C'est la conséquence naturelle du désordre introduit par Emmanuel Macron et de la fuite en avant autoritaire de ce régime qui est, on ne le répétera jamais assez, un régime profondément anti-national, anti-patriote et anti-civilisationnel. Pensez bien comme cette espèce d'agenda wokiste complètement délirant avance là depuis la période du Covid. Et peut-être qu'un jour d'ailleurs, les policiers seront en rempart devant, vous savez, ces séances de lecture là avec des enfants et puis des drag queens. Bon, à un moment, il faut que ça s'arrête. C'est maintenant que ça doit s'arrêter. On reviendra à la fin de cette émission sur justement la police plus spécifiquement. Mais maintenant, parlons de votre dernier livre, La chute de Prométhée, paru en décembre 2022. Donc, dans ce livre, vous y opposez démocrates et républicains aux États-Unis sur fond de déclin de la puissance et du capitalisme américain. 4 mois après la sortie de votre livre, la période de la réforme des retraites que nous vivons s'inscrit dans un processus qu'on pourrait potentiellement comparer. Est-ce que vous avez été prophète ? Non, je ne sais pas, mais simplement, connaissez la phrase fameuse de Peggy, il faut dire ce que l'on voit, mais surtout, et c'est le plus difficile, il faut voir ce que l'on voit. Et ce qu'on observe, c'est que l'oligarchie occidentale, dont le siège se trouve aux États-Unis, s'est transformée au fur et à mesure des décennies en une mafia criminelle. Et que l'enjeu aujourd'hui, c'est de défaire cette mafia criminelle
Sans quoi, ce sont les peuples, le peuple américain, le peuple français, qui seront eux-mêmes défaits, et ça, je ne peux pas l'accepter. Donc je crois que, d'ailleurs, vous parliez tout à l'heure des solutions, pas simplement être dans la contestation, et j'essaie de dresser quelques solutions dans cet ouvrage. Il me semble qu'aujourd'hui, il y a des solutions sur lesquelles on peut tous se retrouver de gauche comme de droite, et qui permettraient de dessiner une alternative. La liberté, la paix, je l'ai dit, la justice sociale, et le retour à une forme de juste mesure à tout niveau. On nous a souvent présentés comme des extrémistes. Je crois qu'au contraire, nous défendons la juste mesure en toute chose. La juste mesure aristotélicienne, c'est-à-dire celle qui refuse d'imposer aux autres nos vues, celle qui condamne à la fois la destruction des libertés publiques et en même temps cette fausse liberté qu'on va donner à des enfants de 5 ans de changer de sexe. C'est tout ça qui se joue aujourd'hui. Mais est-ce que justement, toutes ces décisions, tous ces choix d'accorder ou non certaines libertés, est-ce que ça ne se décide pas au niveau démocratique et qu'on doit justement respecter en tant que peuple, en tant qu'entité, le résultat de cette élection ? Parce qu'on a l'impression quelque part qu'il faudrait se substituer, on va dire, au résultat démocratique pour justement penser ce qui est bon. Mais la majorité du peuple français décide déjà de ce qui est bon dans le scrutin. Alors aujourd'hui, la démocratie, quand elle est consultée par exemple, il y a les sondages, est très largement opposée à la politique d'Emmanuel Macron et même favorable au renversement du gouvernement, y compris d'ailleurs chez les macronistes, 51% quand même. Bon. Donc, si on s'intéresse à la démocratie pure, voici où on en est. Deuxièmement, la démocratie, depuis la Révolution française et le contrat social de Rousseau, elle est assise sur la souveraineté populaire, c'est-à-dire d'obéir, l'homme obéit aux lois qu'il se donne lui-même. La souveraineté populaire, je pense, est morte, et je n'ai pas besoin de le démontrer, chacun l'a complètement compris. Donc le contrat en fait, démocratique est déjà caduc. C'est un contrat de dupe. Et lors des élections que vous évoquez, une toute petite minorité agissante, en réalité, permet de provoquer un résultat, mais qui ne reflète en rien les aspirations de la majorité des Français. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Il y a eu des rumeurs. Alors visiblement, ça ne s'est pas fait sur une éventuelle arrestation de Donald Trump. Mais en tout cas, sur le sujet américain, et j'en parle également dans le livre, il est apparu notamment pendant l'élection présidentielle de 2020, de façon très claire, comment la démocratie avait été subvertie de différents moyens. Donc, la démocratie, ce n'est pas simplement un mot, c'est un contenu aussi, une réalité. Et c'est à cette réalité qu'on doit redonner vie, justement, pour pouvoir exprimer nos désaccords. Ces médias alternatifs et Omerta en est l'émanation. Que sont-ils ? C'est une réponse à la censure tous azimuts des voix dissonantes. Donc on voit bien qu'il y a un problème démocratique. Parce que faire un choix dans une élection, ça suppose déjà que ce choix soit libre et donc librement informé. Et ce n'est plus le cas. Donc la démocratie est tombée. C'est pour ça d'ailleurs qu'on essaie d'être là et que vous avez, comme tous les invités qui viennent ici, une totale libre parole. Mais bien sûr, je suis aussi ici pour vous poser des questions et on va dire mettre aussi en relief ce que vous pouvez dire. Pour la petite question sans filtre, on va revenir sur les manifestations. Vous avez parfois des propos très durs à l'égard des policiers, aussi bien aujourd'hui que même sur votre Twitter. Est-ce que vous n'êtes pas un peu anti-flic quand même ? Non, pas du tout. Je reproche à une partie des forces de l'ordre de servir un pouvoir anti-France. Voilà. Et moi, je suis pour la France, je suis pour le peuple français. N'oubliez pas que la répression policière, telle qu'on la qualifie aujourd'hui... Mais quand même, il cherche souvent quand même les manifestants. Ça arrive rarement de nulle part. Elle commence en 2013-2014 avec la manif pour tous. D'ailleurs, à l'époque, Gérald Darmanin n'avait pas de mots assez durs pour condamner le gazage des familles par les forces de l'ordre. Encore une fois, à leur corps défendant, pour beaucoup d'entre eux, les forces de l'ordre sont devenues le dernier rempart de l'anti-France. Et je ne doute pas que dans le secret des cœurs des uns et des autres, les agents que l'on force dans ces directions le déplorent. Mais on doit aussi regarder cette réalité en face.
encore une fois, De Gaulle échappe à la légalité en 1940. Et la loyauté, la légalité, la loyauté, y compris d'ailleurs vis-à-vis des forces de police, vis-à-vis des forces d'armée, c'était la collaboration. Et bien moi, je dis qu'aujourd'hui, nous sommes dans un État où le choix se fait entre la France libre, la civilisation et la collaboration. Donc, je n'en veux pas aux gendarmes et aux policiers à titre individuel, évidemment. Je leur dis, réfléchissez bien. Vous ne servez pas la France, vous ne servez pas les intérêts du peuple français. Très bien. Rémy Tell, je vous remercie d'être venu ici aujourd'hui. Et pour tous, je vous dis à demain.